Salut tout le monde. Ce soir, je vous présente le VCM Scanner. Donc, c'était le logiciel qui permet de récupérer les informations du calculateur une fois qu'on a fait une petite balade. Ce logiciel, il fonctionne en mode connecté, donc c'est du temps réel, et il permet d'afficher l'ensemble des paramètres qu'on voit sur la colonne de gauche qui proviennent du calculateur. Alors, bien entendu, on peut en rajouter beaucoup plus. Ça, c'est l'affichage par défaut parce qu'on n'est pas connecté au boîtier HP Tuner. Lorsqu'on est connecté et qu'on est connecté au calculateur, on peut rajouter à la volée des paramètres qui proviennent de différentes tables du calculateur. Donc ici, en fait, il suffit de cliquer sur Add Channel et on a, là, bien entendu, le boîtier n'est pas connecté, donc on ne peut pas récupérer les autres paramètres, mais en tout cas, c'est par ce menu-là qu'on va les rajouter. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut ajouter des paramètres standards d'un calculateur, comme par exemple le régime moteur, mais on peut aussi calculer des valeurs à partir d'informations qui proviennent du calculateur. Je vous montrerai après les paramètres que j'ai rajoutés qui sont des formules mathématiques qui permettent d'obtenir par exemple, comme on le voit ici, la puissance en sortie. Un paramètre qui n'existe pas de base. Donc ici on a ce qu'on appelle la timeline, un petit peu comme en vidéo. On a les oscillogrammes de chaque paramètre qu'on souhaite indiquer sur ces graphes, sur ces jauges. Ensuite, ici, on a un tableau qui représente les valeurs mesurées ici pour chaque valeur de régime moteur et chaque valeur, par exemple, de pression, de dépression plutôt, sur le moteur. Et on peut ajouter autant de graphes qu'on souhaite pour obtenir un maximum d'informations qui vont nous permettre de faire justement ce qu'on appelle du tuning. C'est ces valeurs-là en fait qu'on va utiliser pour modifier après les tables dans la cartographie. Sur la droite, on a les jauges habituelles qu'on peut retrouver sur un tableau de bord avec bien entendu des informations supplémentaires qui proviennent du calculateur, comme ici ce qu'on appelle le Knock Retard, donc qui est le cliquetis, la détection de cliquetis. On a à côté un paramètre simple que tout le monde connaît qui est l'avance à l'allumage calculée, la position de la pédale d'accélérateur, throttle position sensor. Ici on a les valeurs de temps d'injection, banque 1 et banque 2, puisqu'en fait le, le fonctionnement du moteur est un mode séquentiel, mais les jauges d'affichage sur le tableau de bord, enfin sur le tableau de bord, sur le dashboard, sont en fait une, comment dirais-je, une moyenne de chaque banque, c'est-à-dire banque gauche, banque droite. C'est exactement pareil que pour la lecture lambda, il n'y a que deux sondes lambda sur le moteur, donc on va mesurer les valeurs lambda sondes de gauche et sondes de droite. Bien entendu, les sondes lambda sont associées aux valeurs long term fuel trim et short term fuel trim. On verra après quand je vous montrerai le log d'une petite balade ce que ça donne. Ici on a la température de l'air d'admission, la température du liquide de refroidissement, la dépression lue à l'admission et le mass airflow, donc qui va mesurer le débit d'air en entrée. Alors, ce que je ne vous ai pas expliqué, je ne me rappelle plus sur le fonctionnement du VCM Editor, c'est que ce calculateur, le E38, fonctionne avec un MAF et un MAP. Alors, pourquoi les deux? Sachant que, par exemple, sur ma Corvette, avec le kit Fast XFI, on a uniquement un MAP, on n'a pas de MAF. Sur les prépas, en général, les voitures qui sont équipées de MAF, on retire le MAF et on fonctionne uniquement en MAP. Donc on ne gère absolument pas le débit d'air. Le calcul de charge moteur est
en fait calculé, si on peut dire, par la présence du map, de la position du TPS et du régime moteur. C'est ce qui permet de calculer la charge moteur et donc le temps d'injection. Alors, il y a d'autres paramètres bien entendu, comme la température du liquide de refroidissement, la température d'air d'admission, mais bon, globalement, c'est ce qu'on appelle le mode speed density qui permet d'utiliser tous ces paramètres-là. Quand on est en mass airflow, on n'est plus en speed density. En fait, on va calculer le débit d'air en entrée et la dépression servira uniquement lorsque la mesure de débit d'air par le MAF est erronée. C'est un calculateur qui est intelligent, c'est-à-dire qu'il a les deux sondes et se base en fait sur la moyenne du résultat des deux sondes pour calculer la charge moteur. En plus, ça a un avantage, c'est que si le MAF donne des valeurs complètement erronées, sort des valeurs standards du MAF, le calculateur passe automatiquement en speed density, donc avec le map. Lorsqu'on fait du tuning sur ce genre de calculateur, on force en fait la panne du MAF. Alors c'est bien entendu, ça se programme dans le calculateur, mais on peut simuler en fait la panne du MAF et forcer le calculateur en fonctionnement pour ne prendre en charge que la sonde MAP. L'avantage c'est que ça permet de pouvoir mesurer en fait les erreurs d'enrichissement qui sont lues par les sondes lambda et d'optimiser la cartographie sans utiliser le MAF. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on utilise un MAF, pourquoi on utilise un MAP? Alors le MAF, il est utilisé uniquement pour des débits relativement faibles en entrée, mais il est beaucoup plus précis qu'un MAP. C'est pour ça que les moteurs modernes, lorsqu'ils fonctionnent au ralenti jusqu'à, on va dire, 4000 tours minute, le MAF fait très bien son boulot et il est beaucoup plus précis puisqu'on mesure le débit d'air par l'intermédiaire d'un petit circuit qui se trouve à l'entrée de l'admission d'air. Alors c'est un peu compliqué, il y a différents types de MAF, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, le résultat c'est que le débit d'air est calculé de manière beaucoup plus précise. Donc ça permet de calculer l'enrichissement de manière beaucoup plus précise aussi. Lorsqu'on dépasse un certain régime, le MAF commence à avoir des dysfonctionnements, puisqu'en fait son fonctionnement arrive dans ses limites. Et là, du coup, c'est le MAP qui prend le relais. C'est pour ça que les voitures qui sont préparées et qui font que du circuit et qui tournent toujours à des régimes très très élevés n'utilisent pas le MAF, puisqu'en fait, au-delà d'un certain débit d'air, le MAF ne peut plus mesurer. Voilà. Donc, en tout cas, sur ce moteur-là, il y a les deux modèles. Voilà, donc pour la petite explication. Ensuite, lorsque l'on fait du tuning sur ce type de calculateur, en fait, on va mesurer le knock retard. Est-ce qu'on a du click-T lorsqu'on roule avec une certaine qualité d'essence? Et puis en même temps, vérifier les valeurs de long-term fuel trim de manière à ce qu'on réadapte la cartographie pour que les valeurs de LTFT soient les plus proches possibles de zéro. Bon, on n'arrivera jamais à zéro puisque suivant la qualité d'essence, suivant l'humidité qu'il y a dans l'air, etc., l'enrichissement sera jamais strictement identique, suivant la température moteur aussi. Du coup, le LTFT oscillera toujours. Mais l'idéal, c'est qu'il oscille entre 4% et moins 4% et pas plus. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc le LTFT, je rappelle ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Pourquoi on l'appelle long terme et pourquoi le ST, c'est le short term. En fait, le short term, c'est quoi? C'est le calculateur qui va lire la valeur lambda. Donc la valeur lambda, c'est-à-dire il va lire la sonde lambda va lire les gaz d'échappement et va mesurer ce qu'on appelle le air fuel ratio, c'est-à-dire
le rapport air essence et s'assurer qu'il soit à la valeur optimale qui a été décrite dans les premiers moteurs à injection pour considérer que le mélange optimal se situe à 14,7, c'est-à-dire 14,7 volumes d'air pour un volume d'essence. Une fois qu'on a atteint ce ratio, on considère que le fonctionnement du moteur est optimal. Donc la sonde lambda, elle va mesurer en permanence ce ratio. Comme ce ratio est sans arrêt en train de bouger en fonction du temps d'injection, le short term va systématiquement corriger ce qu'on appelle le mode closed loop. Donc le closed loop, c'est une boucle fermée. Ça veut dire que la sonde lambda va mesurer, le calculateur va corriger, la sonde lambda va remesurer, le calculateur va recorriger. Donc vous voyez qu'on fait une boucle et qu'on n'en sort pas. Ce mode closed loop est nécessaire pour des régimes on va dire de 500 tours à 4000 tours. Pourquoi? Parce que c'est en général le mode courant de fonctionnement du moteur. Quand vous roulez sur la route, en général, vous roulez à 2000 tours, 2500 tours, 3000 tours, pas plus. Et il n'y a pas de changement brutal de la position de la pédale à l'accélérateur. Donc on essaie d'optimiser un maximum le mélange. Donc le short term va systématiquement corriger. Et si par exemple il corrige un peu trop souvent en valeur positive, c'est-à-dire admettons à 2%, eh bien le long terme va monter à 2%. Une fois qu'il a monté à 2%, le long terme, les tables vont être corrigées en dynamique avec cette valeur. Elles ne bougeront pas jusqu'à ce que soit on coupe le véhicule, soit on reset les valeurs de long terme. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc l'avantage, c'est que le moteur va systématiquement, en régime, quel que soit son régime, va passer d'un mode riche à un mode pauvre suivant la pédale de l'accélérateur, mais il s'appuiera toujours sur cette lecture lambda. Si par exemple vous roulez avec du samplon 98 et qu'il n'y a aucun dysfonctionnement par rapport à la cartographie d'origine du calculateur, le long terme ne devrait pas bouger au-delà de 4%. Si par contre vous roulez avec de l'éthanol sur un véhicule qui n'est pas prévu pour, eh bien le long terme va automatiquement constater qu'il y a un écart sur la lecture lambda et il va enrichir parce que, comme je vous le disais, l'éthanol a un air-fuel ratio de 9 et donc plus vous mettez d'éthanol dans l'essence, plus vous passez d'un ratio de 14,7 à un ratio de 9. Donc vous allez descendre à 12, puis 11, et du coup le calculateur va forcément constater une erreur au niveau de la lecture lambda et va enrichir le mélange de manière à compenser cette erreur. Et pour enrichir le mélange, il va utiliser le temps d'injection. Et du coup, le long terme va forcément augmenter en pourcentage pour compenser cette différence. Donc on va avoir un long terme qui peut passer à 15%. Par exemple, sur le Suzuki Vitara de ma femme, on est à peu près à 30, 20% d'éthanol, 30% d'éthanol. J'ai mis un petit boîtier valise sur le connecteur OBD et je me suis rendu compte que les LT montaient à 15%. Donc je lui ai dit, bon bah t'arrêtes là, t'en mets pas plus, parce que au-delà, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le calculateur enrichit et qu'il ne peut pas aller plus loin, et on le voit ici par exemple sur le graphique, vous voyez qu'on est à 25% maximum, au-delà, le calculateur va allumer le voyant moteur, parce qu'il ne pourra plus corriger. Donc ça c'est très important, puisque si vous ne contrôlez pas systématiquement ce paramètre-là, vous roulez pauvre
et surtout lorsque vous n'êtes plus en closed loop, puisque il ne faut pas oublier, comme je vous le disais tout à l'heure, que le closed loop fonctionne sur une certaine plage de régime, mais quand on est en position Watt, donc avec la pédale pied au plancher, on n'est plus en closed loop, et du coup là, la valeur lambda n'est plus lue, il n'y a plus de correction, et donc si vous roulez à l'éthanol alors que vous avez besoin d'enrichir, les tables ne sont pas prévues pour, et vous allez donc rouler pauvre. Donc c'est forcément critique pour le moteur, puisque rouler pauvre pour un moteur comme ça, un moteur 4 temps, bah, vous risquez la casse. Donc le closed loop c'est important, mais en même temps, si vous voulez vraiment tuner, c'est-à-dire optimiser les paramètres d'un moteur quand vous roulez avec de l'éthanol, il faut aussi l'optimiser en watts, c'est le plus important. Alors pour ce faire, c'est pas simple parce qu'effectivement, les sondes lambda qui sont installées sur ces voitures-là sont des sondes, ce qu'on appelle narrowband, c'est-à-dire qu'elles lisent des valeurs lambda, mais avec une précision qui est très moyenne. Donc il est conseillé fortement de rajouter une sonde lambda large bande, celle qu'on fait maintenant, qui ont une sortie numérique avec un affichage digital. Ces sondes lambda peuvent être connectées sur le boîtier HP Tuner et vous pouvez loguer également les valeurs lambda. Gros avantage, c'est qu'en position watt, vous allez pouvoir mesurer la valeur lambda et en watt, comme vous n'êtes plus en closed loop, vous allez pouvoir corriger les tables sur des régimes élevés, donc des régimes qui ne sont pas prévus pour le closed loop, et du coup vous allez pouvoir corriger correctement vos tables et réinjecter les valeurs dans les cartographies. Là, vous aurez un fonctionnement optimal, quel que soit le mode d'utilisation du moteur. Voilà. Le LTFT, donc, c'est, on va dire, un mode d'apprentissage et c'est un petit peu un trompe-l'œil quand on met de l'éthanol parce il va corriger automatiquement. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous voyez sur les graphiques que j'ai mis à l'écran, on mesure forcément, principalement, ces valeurs-là. Voilà, donc là je vais cliquer par exemple sur LTFT Low et là vous voyez qu'on a mesuré ici par exemple, on a mesuré le MAP, donc la sonde de dépression. Par contre ici je mesure le MAF. Les valeurs qui sont ici sont des fréquences puisque le MAF fonctionne avec un oscillateur qui va mesurer en fin de compte en fonction du débit d'air une certaine fréquence et donc la fréquence va augmenter en fonction du débit. Alors bon, je ne vais pas détailler plus parce que c'est l'électronique et comme je vous disais, il y a plusieurs types de masse Airflow Sensor, donc le but c'est pas de rentrer dans les détails. En tout cas, ces deux valeurs importantes, c'est la partie map ici et la partie MAF. Voilà. Ensuite, sur la gauche, donc comme je disais tout à l'heure, on a possibilité de récupérer un maximum de paramètres qu'on appelle des PID ou éventuellement des channels, comme vous voulez. Là, le petit symbole me dit qu'il est déconnecté parce qu'effectivement le boîtier n'est pas raccordé sur l'ordinateur. Lorsqu'on active le Flex Fuel, comme je vous l'ai montré dans l'autre vidéo sur le mode VCM Editor, on a possibilité de visualiser donc le pourcentage d'éthanol. Donc ça c'est très très important pour vérifier que le calculateur fonctionne bien en fonction du taux d'éthanol mesuré par la sonde. Et puis ici on retrouve sous forme d'oscillogramme les valeurs en fin de compte qu'on retrouve ici dans le dashboard. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer un log que j'ai fait avec justement l'éthanol et la sonde installée récemment. Donc, je vais mettre ma clé USB. Voilà. Et je vais aller récupérer le log que
que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai beaucoup plus de paramètres puisqu'en fait j'ai intégré des channels supplémentaires et on voit par exemple le pourcentage d'éthanol, on voit les air fuel ratio qui a été recalculé en fonction du pourcentage d'éthanol. Et vous voyez par exemple quand vous roulez au samplon 95 de 10, c'est le cas au début du log, j'ai 11% d'éthanol. Donc plus la température extérieure augmente, plus on va vers l'été, plus le taux d'éthanol dans l'essence est élevé. Puisqu'en fait en hiver, pour éviter des problèmes de démarrage à froid, surtout dans les températures négatives, les pétroliers en fait diminuent la quantité d'éthanol dans l'essence. Donc ici on a la fréquence lue par la sonde de détection de composition du mélange entre l'éthanol et l'essence. Ce n'est pas très intéressant, mais ça permet de vérifier que la sonde fonctionne au niveau électronique. Et puis on a les autres paramètres, comme par exemple, alors comme je vous disais, c'est un calculateur où la boîte de vitesse est connectée aussi au calculateur. On a donc ici la vitesse actuellement lue par la boîte de vitesse, la température du liquide de boîte, la pression vers le TCC, c'est-à-dire le torque clutch, et puis bon, la vitesse du véhicule, la position de la pédale d'accélérateur, le calcul du couple sortie moteur, mais bon, comme vous voyez, c'est négatif parce que ça dépend comment le moteur fonctionne, hein. La formule mathématique, elle n'est pas super efficace sur des bas régimes. La pression d'huile, enfin bon, je vous laisse lire les autres paramètres, vous les connaissez, hein, c'est de l'anglais technique, mais bon, je pense que vous les connaissez. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant le log qui a été fait. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai fonctionné avec 11% d'éthanol et j'ai des valeurs, alors average, donc ça c'est les valeurs moyennes, ça c'est les valeurs max, ça c'est les valeurs minimum. On voit qu'ici en fonction de la dépression, le calculateur a appauvri en fait le mélange parce que il était trop riche, entre guillemets. Donc il vaut mieux qu'il soit trop riche que trop pauvre, hein, comme je disais dans l'autre vidéo. Et en fonction vous voyez, en fonction du régime moteur et de la dépression, les valeurs sont différentes. Alors bien entendu, le moteur en mode cruise, hein, c'est-à-dire en mode drive, conduite coulée, quoi, il fonctionne dans cette plage-là, en moyenne. Et c'est là où justement il y a le maximum d'adaptation, de réglage à faire. Le short terme, on le voit ici aussi, on a forcément des valeurs. Le long terme, lui, c'est un cumul. Donc en général, c'est pour ça qu'on prend la valeur moyenne. Si vous prenez la valeur max, par exemple, la valeur max, on est en valeur négative, attention, il ne faut pas l'oublier. Donc on a moins 13 en valeur moyenne, en valeur max on est à moins 2, et en valeur minimum on est à moins 20. Donc vous voyez, là par exemple, j'aurais de la custo à faire puisque le calculateur réduit de 20% au maximum, attention c'est le maximum, la valeur d'enrichissement. Donc là, je pourrais faire des corrections au niveau de la cartographie pour améliorer ça. Mais bon, c'est beaucoup moins destructeur que l'inverse. Donc c'est pas très très grave. Et puis comme on est en mode closed loop, forcément le calculateur va réajuster automatiquement pour obtenir un mélange dont la FR est respectée, puisque c'est bien la FR qui est la référence pour le calcul général de l'enrichissement. Donc maintenant je vais vous montrer le log lorsqu'il tourne. Voilà. Donc on voit ici les valeurs qui fonctionnent, donc avec
ici, on est encore en open loop, donc ça c'est intéressant à voir, hein. Le, le, le moteur vient de démarrer. Quand il vient de démarrer, en fait, le calculateur n'est pas tout de suite en mode closed loop, puisqu'on est en mode démarrage. Donc on attend un petit peu, et vous voyez que les short termes ne fonctionnent pas encore. Vous voyez, quand il va fonctionner, on va le voir tout de suite, on va passer au milieu ici en CL. Voilà, là on est en CL, et maintenant on voit les short termes qui commencent à fonctionner, et le long terme qui va commencer aussi à faire son travail. Donc là on voit ici la lecture lambda, et ici donc le mode closed loop. Alors on peut changer l'échelle. Voilà. Et on peut modifier la vitesse. Voilà. Donc vous voyez qu'ici on voit bien au niveau de la courbe, ici, des sons de lambda, le, le cyogramme, on va dire, qui bascule systématiquement positif, négatif, négatif. On voit bien ici au niveau des sondes. Ça, c'est le fonctionnement closed loop. Lorsqu'on passe en watts, mais là je crois que j'ai pas eu l'occasion de le faire avec le calculateur, à mon avis on ne l'aura pas, parce que j'ai pas fait de test en watts. Ouais. On le verra pas, mais en tout cas on voit bien qu'ici on repasse en open loop, et que du coup ici les valeurs lambda ne sont plus corrigées. Alors on peut très bien avec ce scanner, c'est très intéressant aussi, mais là je ne peux pas le faire parce qu'il n'est pas connecté. On peut en dynamique stopper complètement le fonctionnement closed loop. Gros avantage, c'est que du coup il n'y a aucune correction qui est faite par le calculateur, et lorsqu'on veut vraiment optimiser au poil les cartographies, on installe une sonde lambda externe, comme je vous disais tout à l'heure, on la connecte sur le boîtier, et du coup on peut lire, on peut construire une cartographie comme celle-là en lisant les valeurs lambda, et du coup on va pouvoir corriger automatiquement les tables sans que le mode closed loop fonctionne. Il y en a qui font de l'optimisation complète comme ça, de manière à pouvoir supprimer les sondes lambda. Pourquoi? Parce que une sonde lambda, ça nécessite un calcul permanent du calculateur. Le mode closed loop en particulier nécessite un calcul permanent qui prend du temps processeur, et qui du coup, pour des calculateurs qui sont assez anciens, pénalise en fait le fonctionnement du calculateur, parce qu'il passe son temps à lire les valeurs lambda, à recalculer le temps d'injection. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, c'est pas problématique, mais sur les voitures qui font du circuit, où il y a une optimisation, il y a des perf max, les gens qui sont vraiment spécialisés dans ce boulot-là, ils vont optimiser les cartographies pour pouvoir supprimer les sondes lambda. Et du coup, vous avez un moteur qui est beaucoup plus réactif, qui a un fonctionnement qui est beaucoup plus propre, et donc le résultat est forcément positif sur la piste. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le scanner. Le knock retard, là, on n'en voit pas encore. On a ici, si je dis pas de bêtises, le knock retard, il est là, voilà, il est ici. Donc si je voyais un petit bout de courbe rouge, bah, par exemple là il y en a une, bah, c'est peanuts, hein, vous voyez. Ici je suis à 0,2, alors on le voit pas, si on le voit ici, un petit peu, 0,2. Bon, alors qu'est-ce qu'il va faire le calculateur? Il va avoir un knock retard, donc il va diminuer l'avance à l'allumage. Donc si on regarde en zoomant, alors je vais essayer de vous montrer en zoomant ce qui se passe. Voilà. Le spark, vous voyez, là on est à 32 degrés.
il commence à détecter du knock retard, donc il va automatiquement retirer de l'avance à l'allumage. Donc ça aussi, ça permet de protéger le moteur, bien entendu, mais quand on fait du circuit, ou de la piste, ou du run même, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas du tout de knock retard. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, ça diminue l'avance. Donc, qui dit diminution d'avance, diminution de puissance. Donc, on va mesurer en fonction du moteur les knock retards. On va créer une table ici qui va contenir, en fonction de la dépression et du régime moteur, le nombre de degrés qui ont été mesurés par le knock retard, et on va forcer la cartographie à corriger son avance. Alors, pourquoi corriger l'avance puisqu'il le fait, vous allez me dire? Tout simplement parce que le knock retard, c'est pareil, c'est un mode d'apprentissage. Ça veut dire que si ici je mesure 0,3, eh bien l'avance va diminuer, mais pas sur une période aussi courte que la mesure du knock retard, elle va être sur une durée plus longue. Et du coup, la perte de puissance va se produire non pas sur un dixième de seconde, mais ça peut durer une demi-seconde. Alors, c'est sûr que sur un run, c'est pas grand-chose, mais si c'est répétitif, la moyenne d'avance à l'allumage va descendre progressivement, donc c'est pas bon. Donc on évite de déclencher le knock retard pour éviter de déclencher son mode apprentissage. En fait, l'objectif il est là. Voilà, donc ici, comme vous le voyez, je suis en éthanol à 44%. Donc là, j'avais fait 50%, quasiment 50% de l'éthanol. Voilà, je suis à 44,7 à peu près. Et là, vous voyez que l'AFR est descendu à 12. Donc, comme l'AFR est descendu à 12, le calculateur va recalculer automatiquement les temps d'injection de manière à éviter un problème au niveau de la lecture lambda et du LTFT. Et du coup, vous voyez qu'ici, alors ici, forcément le calculateur a corrigé, mais vous voyez qu'ici, le LTFT arrive à fonctionner proche de 0. Donc ça, c'est très important. Quelque chose que vous ne pourrez pas atteindre sur un moteur qui roule au sans-plomb et dans lequel on met de l'éthanol, puisque le mode closed loop s'appuyant sur l'AFR de base, donc ce qu'on appelle l'AFR commanded, il va s'appuyer sur un AFR à 14,7. Il ne va pas savoir qu'il y a l'éthanol et qu'il faut qu'il descende son AFR. Donc de toute façon, le LTFT va forcément corriger à long terme et va monter en enrichissement. Donc ça c'est important parce que ça permet de faire fonctionner le moteur correctement, et et là du coup, comme on a l'AFR qui a changé, ça permet aussi de faire fonctionner correctement le moteur en mode watt, puisque le mode watt s'appuie sur le mode open loop, et du coup il va s'appuyer sur les tables et ne plus s'appuyer sur la lecture lambda. Mais comme l'AFR aura été changé grâce à la sonde de calcul de la composition de l'essence, on n'aura pas de problème justement en watts. Donc vous voyez, ça a quand même un intérêt de monter un système comme ça et de ne pas s'amuser à mettre des kits éthanol comme ils vendent. Alors ça va bien sur des conduites coulées, sur des véhicules qui sont des véhicules citadins, mais ne le faites pas sur un véhicule qui est destiné à la compète ou au circuit, parce qu'on est tout le temps en mode watt, et donc il faut systématiquement reprogrammer correctement le calculateur. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je suis ouvert, et n'hésitez pas à me demander des précisions, à poser des questions sur des paramètres qui vous semblent pas très clairs, et je tenterai d'y répondre avec clarté justement. Voilà. Merci et ciao.